Bonjour à tous. Dans cette édition de Smart Tech, grande interview aujourd'hui du nouveau directeur France de Meta. Ce sera vraiment notre grand sujet à la une. On aura aussi rendez-vous avec une jeune pousse. On va découvrir une petite start-up, mais qui est très prometteuse, soutenue par l'association Diversides, qui œuvre à une tech plus ouverte socialement. Mais d'abord, on va se poser 3 questions sur la gestion du consentement sur Internet. C'est tout de suite l'interview. Avec moi pour l'interview, Thomas Adumo, bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien avocat au barreau de Paris, spécialisé donc en droit, mais droit particulièrement de la protection des données personnelles et des technologies de l'information. Vous êtes aujourd'hui le Chief Privacy Officer chez Didomi, donc une organisation qui aide les entreprises, des grandes entreprises d'ailleurs, parce que vous me citiez en préparation Orange, Decathlon, TF1, à collecter, stocker, activer les choix des utilisateurs sur leurs différents canaux numériques. De quoi on parle comme choix d'utilisateur? C'est la question de la gestion du consentement. Est-ce que l'on accepte que nos données soient stockées, collectées, éventuellement distribuées à d'autres partenaires? Cette gestion du consentement, elle n'est pas née avec le RGPD, mais est-ce qu'elle a évolué avec l'arrivée du règlement général sur la protection des données personnelles? Alors effectivement, elle n'est pas née avec le RGPD puisque, en réalité, depuis les années 70, on a des lois, qui protègent la vie privée d'abord et ensuite, les données personnelles, en Oui, général. parce que la CNIL, par exemple, n'a pas attendu le RGPD. Non, C'est 78, hein, 1978. exactement. Donc ça fait un petit moment et ces notions-là donc, existaient, préalablement et les obligations étaient quasiment, identiques, hein, un tout petit peu plus, légères, moins strictes peut-être. Hem, Simplement avec le RGPD, ce qui a changé énormément, c'est, le montant des amendes Oui. et c'est ce qui a fait une grande différence. C'est-à-dire qu'on est passé de 150 000 € potentiels à, 20 millions ou 4 du chiffre d'affaires et là, donc sont apparus aussi sous l'influence directe de la CNIL, les bannières de consentement qu'on connaît tous aujourd'hui. Sur les cookies. Sur les cookies et donc là, ça a quand même vraiment alors c'est sur les cookies, mais pas seulement, hein. C'est aussi pour les traitements de données personnelles qui sont liés, enfin, c'est-à-dire que les cookies en eux-mêmes, ne font rien. Ils collectent de la donnée, ils la stockent sur le terminal de l'utilisateur, mais après il y a de la donnée qui va être utilisée, par exemple, pour de la publicité, personnalisée et donc à ce moment-là, ça, c'est le RGPD, c'est-à-dire c'est un traitement de données, il faut un consentement également. Donc Oui, il y a 2 sujets, il y a le consentement cookie et le consentement RGPD. d'accord. Et donc voilà, donc les choses ont pas mal évolué, c'est-à-dire qu'on a vu apparaître ces bannières un peu partout. Mais depuis 8 ans, on aurait pu se dire que bon, les choses allaient pouvoir changer un petit peu parce que c'est pas forcément toujours idéal de naviguer Internet avec toutes ces bannières. Oui, surtout qu'on finit par accepter un peu rapidement parce qu'on en a marre en fait de les voir apparaître. Vous êtes d'accord avec moi en fait? Ça n'a pas fait changer finalement les pratiques en matière de suivi publicitaire? Ah si, quand même, ça les a fait largement évoluer. Déjà, Ah oui? chaque acteur, notamment dans le secteur publicitaire, s'est vraiment saisi de ces questions. Donc, il y a toujours le risque de se faire contrôler par la CNIL ou une autre autorité européenne. Et donc, les pratiques ont vraiment largement évolué. D'accord. En Euh, interne dans les entreprises, dans oui, les oui. organisations qui collectent Il ces données. OK. il y a un vrai sentiment de responsabilité qu'il n'y avait pas auparavant, et notamment parce que bah, il y a le risque évidemment financier de prendre une amende de 20 millions d'euros. Mais ça peut être aussi le risque en termes de réputation, c'est-à-dire que Oui. une société qui bon, alors on sait bien que quand Google par exemple ou d'autres prennent des amendes à centaines de millions d'euros, il se passe pas grand-chose, mais Alors, on entend beaucoup parler effectivement de faire évoluer, d'amender ce RGPD, d'en avoir une nouvelle version. Qu'est-ce qui se discute en ce moment au niveau européen? alors, il y a plusieurs projets, mais celui qui est le plus, frappant en ce moment, ça va être, le paquet, numérique, qu'on appelle Omnibus, qui est préparé par la Commission européenne et qui va sans doute, nous occuper en 2026 beaucoup. D'accord. L'idée là, c'est de faire le constat que le RGPD et toutes les autres, réglementations qui ont été créées, le DSA, le DMA, on a le DFA qui est en cours. Il faut DFA? trouver Digital Fairness Act.
OK. Et donc, Ça, on est vraiment les champions sur les règlements, hein. Là, en celui-ci Europe, m'avait ouais. échappé. Bah, sur le sujet, oui, apparemment, ça déplaît à certains et notamment à Trump. Mais donc, il y a toutes ces réglementations-là qui existent, qui viennent un peu toucher les mêmes sujets et Et c'est qui... plutôt une bonne ou une mauvaise nouvelle, ce paquet omnibus, par exemple, Oh, c'est selon plutôt vous? une bonne nouvelle. Ouais? C'est une manière de simplifier un peu les choses, rendre un peu C'est une plus bonne de nouvelle, pardon, cohérence. de quel point de vue? Oh, L'utilisateur je ou dirais des de 2 tous les côtés? points de vue. Du point de vue de l'utilisateur, normalement, il n'y aura pas de perte de contrôle sur les données personnelles. Du point de vue de l'Union européenne, on aura toujours le même niveau de protection probablement, mais aussi une plus grande souplesse, donc plus de liberté laissée à l'innovation. Alors Euh, justement, mais j'ai vraiment plus beaucoup de temps pour vous faire répondre, je suis désolée, mais je me dis avec l'intelligence artificielle, ça va aussi changer des choses dans la gestion du consentement, j'imagine? Alors c'est tout le problème, même le paquet Omnibus par exemple n'adresse pas la question Ah, vraiment de l'IA. On sent bien qu'on est encore avec un petit train de retard, ce qui arrive souvent en matière réglementaire. ouais, Hier soir, je jouais un petit peu avec Atlas, le nouvel, le navigateur voilà, d'OpenAI qui euh, embarque donc ChatGPT. qui embarque ChatGPT, mais qui surtout en fait embarque des agents qui vont, par exemple, je lui demandais de réserver des billets de train pour aller à Londres. Ouais. Et en fait, il se présente, donc on voit tout ce qu'il est en train de faire, et on voit aussi que quand il arrive sur le site d'Eurostar, par exemple, il va faire un choix sur la bannière Ah de oui, consentement. Et ce choix va rester, c'est-à-dire que moi, quand je retournerai sur le site d'Eurostar, s'il a accepté, parce que son but, c'est de faire disparaître la bannière pour réserver. bien sûr. Et donc, il fait un choix à la place de l'utilisateur. Un Très choix qui est permanent. intéressant. Eh ben, ça fera un super sujet de débat à suivre. Merci beaucoup, Thomas Adumo, de nous avoir éclairé sur cette nouvelle problématique sur la gestion du consentement sur Internet. Je rappelle que vous êtes CPO chez Didomi. Allez, c'est l'heure de notre grande interview. On reçoit le nouveau directeur France du groupe Meta. Grande interview aujourd'hui dans Smart Tech du nouveau directeur France de Meta. Merci beaucoup Pierrick Dutoit d'être avec nous, de nous accorder cet entretien. Vous avez été nommé en août 2025, c'est tout récent, à la suite de la nomination de Laurent Soli, qui était précédemment le vice-président Europe du Sud et qui est maintenant donc le vice-président en Europe. Je me disais comme ça, je parle de Laurent Soli, de vous, parce que ça fait quand même beaucoup de Français chez Meta Oui, en Europe. bonjour Delphine. Oui, Bonjour. oui. Oui, ça fait beaucoup de Français, mais la France a une place importante pour Meta et on a un rôle clé à jouer dans l'organisation de Meta et on prend toute cette place-là. Vous savez qu'on a on a FAIR qui est à Paris où on a plus Oui, d'une centaine de donc le chercheurs. laboratoire en intelligence Exactement. artificielle, on va en C'est parler. le premier laboratoire en intelligence artificielle après les États-Unis, donc en dehors de l'Europe. Donc voilà, donc on a un rôle très important à jouer chez Meta et les Français sont bien représentés. Alors, c'est ce que je me posais comme question aussi en termes de marché, de business. Que représente finalement la France pour Meta au sein de l'Europe? Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres Alors, peut-être? on ne donne pas de chiffres, mais, Mais bon. évidemment, mais la France, à l'image de sa place dans l'Europe aujourd'hui, est un marché important pour Meta, évidemment. Et Meta est un partenaire essentiel pour les sociétés françaises, pour leur développement aussi à l'international, parce que nos plateformes qui ont plus de 3,5 milliards d'utilisateurs permettent aux entreprises Ça, c'est quand françaises... même très Ah oui, oui, impressionnant. oui. Ça doit être génial de rentrer dans un groupe comme ça. Plus de 3 milliards d'utilisateurs sur WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook. Oui, ça fait partie de la vie des gens et ça a un impact très fort et positif. Et les entreprises ne s'y trompent pas, mais nos utilisateurs aussi. Alors, quand même au niveau européen, la tête est à Londres, puisque c'est Daria Matras, c'est ça, la Oui, exactement. vice-présidente Oui, oui. IMEA de Meta. Quels sont ces grands sujets pour l'Europe? Sur les grands sujets en Europe, on a en termes de business quelque chose qui nous tient à cœur en ce moment, qui est le business messaging avec WhatsApp, qui est vraiment important et on voit qu'on a un gros développement sur ça, c'est-à-dire l'utilisation de WhatsApp dans le business pour les entreprises. Ouais. Aujourd'hui, on a plus de 600 millions de messages qui sont utilisés tous les jours entre une entreprise et des utilisateurs sur nos messageries. Ah, Donc, déjà. oui. Donc, c'est vraiment une place très importante. Donc, ça, c'est un des gros sujets que nous avons aujourd'hui et qui fait partie de ces sujets-là. On a évidemment la place de l'IA pour les entreprises, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos entreprises, les clients utilisent l'IA sur nos plateformes avec de très bonnes performances. Aujourd'hui, quand vous investissez 1 euro sur notre plateforme, vous récupérez quasiment 4 euros, 3,98 euros en retour sur un investissement sur ça. Alors, c'est-à-dire pour quel type d'usage? Alors, en fait, vous savez, nous, notre modèle, c'est la publicité. Donc, aujourd'hui, nous, les clients nous utilisent. On est une fantastique plateforme de découverte de produits et d'achat de produits, etc.
Donc, quand les marques veulent faire découvrir leurs produits, leurs services, elles utilisent nos plateformes. Et évidemment, elles le font que si c'est rentable pour elles, c'est-à-dire que ça génère pour elles des ventes. Et c'est exactement ce que ça fait. Donc, on a vraiment quelque chose qui fonctionne bien pour les entreprises derrière d'un Mais la point de vue place de économique. l'IA là-dedans, dans ce modèle. Alors, la place de l'IA, justement, sur aujourd'hui, deux éléments sur ça. Déjà, d'un point de vue utilisateur, vous avez sûrement vu l'évolution. Il y a longtemps, Instagram, Facebook, vous aviez les gens que vous suiviez et vous voyez leur contenu. Aujourd'hui, vous avez à peu près 70% du contenu qui est généré par les modèles qui vous disent tiens, ça peut vous intéresser. La recommandation. Exactement. Ouais. Et donc, c'est une fantastique plateforme de découverte. Et donc, dans ce cadre-là, de la même façon, pour les entreprises qui veulent faire découvrir des produits, on a des moteurs d'optimisation derrière qui permettent d'aller faire découvrir des produits aux gens en se disant tiens, étant donné ce que vous avez aimé, comment est-ce que vous avez interagi dans notre plateforme, ça peut vous intéresser. Et on voit que ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne parce que Ça j'allais dire, fonctionne très au bout d'un moment, peut-être qu'il y a un risque avec trop de contenu sponsorisé que l'utilisateur finalement se dise non, bon là moi quand on voit sponsor, j'y vais plus. Alors, d'une part, on fait très attention à ça, et Ouais. ça, nos équipes produits sont très fortes là-dessus, parce que ce qui prime, c'est quand même l'adoption par les utilisateurs de nos plateformes. Et d'ailleurs, on voit qu'on a eu, avec l'utilisation de l'IA pour cette recommandation et cette optimisation, une augmentation en fait de consommation de contenu sur nos plateformes d'à peu près 6%. Donc on voit qu'effectivement, mettre de l'IA pour optimiser cela, pour que les utilisateurs y trouvent leur compte, ça fonctionne. Et ça fonctionne aussi du côté publicitaire. Alors, donc là, je parlais niveau européen. J'imagine niveau France, c'est la déclinaison, c'est la même feuille de route. Exactement. Vous êtes arrivé là en août 2025. Oui. Vous êtes fixé quoi comme objectif? Alors, le premier objectif pour moi, c'est vraiment un partenaire pour les entreprises françaises, pour leur croissance. Ce que je vous disais, à la fois sur le marché français, mais à l'international, être en capacité de les accompagner, d'aller les aider à croître, de mettre nos outils fantastiques à leur disposition, c'est le premier objectif. Donc ça, c'est un premier point. Mais ils ne sont pas déjà tous acquis à la cause méta? Alors, il y en a beaucoup qui sont acquis. Alors, quand on mesure le nombre d'utilisateurs potentiels à toucher, on se dit, c'est pas très dur de les convaincre. Oui, mais après, il y a comment on va le faire. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde le contenu, nous, on accompagne beaucoup d'entreprises sur comment faire le meilleur contenu en termes publicitaires, mais aussi contenu organique, pour que ce soit pertinent. Donc, on a aussi vraiment un rôle de conseil auprès de ces entreprises-là, pour les aider à être pertinents sur nos plateformes. Les choses évoluent en permanence et on doit les accompagner sur ça. C'est vraiment un point clé. Donc ça, c'est le premier point sur l'accompagnement. Deuxième point, et c'est ce que vous avez dit, c'est tout ce qui est, d'un point de vue stratégie de la société, m'assurer de la bonne déclinaison en France. Et donc, on parlait du business messaging, par exemple. On a eu un cas Carrefour qu'on a lancé il n'y a pas très longtemps. Vous savez, quand vous faites aujourd'hui une commande d'un drive et que vous avez commandé une pâte à tartiner et qu'elle n'est plus disponible, il faut remplacer le produit. Alors, soit c'était par email, etc. Aujourd'hui, en fait, dans WhatsApp, Carrefour utilise ça en vous proposant, en vous disant, tiens, ce produit n'est plus disponible, voilà les produits que vous pouvez prendre à la place. Et dans WhatsApp, c'est beaucoup plus réactif et on voit qu'on a 60% des clients qui répondent et 90% qui choisissent un autre produit. Donc, sur le parcours client, pour l'entreprise Carrefour, c'est bien meilleur. Donc, vous voyez, on a ce genre de priorités qui nous permettent vraiment d'être au service du business. Et vous êtes aussi très présent à Station F. Moi, j'avais assisté au lancement d'un programme de soutien aux startups, notamment dans l'IA. Quelle est la stratégie derrière, en fait? Pourquoi Meta vient soutenir des startups dans l'IA? Alors d'abord, sur ce programme, et je pense qu'il faut revenir un peu dessus, parce que c'est aussi un message à ceux qui nous écoutent, la compétition est ouverte, vous pouvez postuler pour être à l'accélérateur de Station F. C'est un programme que nous avons depuis 3 ans. Cette année, nous sommes aux côtés de SNCF Connect and Tech, Hugging Face et HEC qui nous accompagnent dedans. Donc on va sélectionner un certain nombre de startups qui vont bénéficier pendant 6 mois d'un programme d'accompagnement sur des cas d'utilisation pour SNCF Connect and Tech, qui nous permettent vraiment de mettre l'IA ouverte et collaborative au cœur des utilisateurs français, puisque ça va être avec ça. Donc, c'est vraiment là, donc petit moment pub, postulez si vous êtes une start-up, allez-y. Vous attend. OK. Pour avoir après, un soutien. Sur votre point spécifique, pourquoi quel est l'intérêt pour Meta? L'intérêt pour Meta, et c'est vraiment ce qui nous tient à cœur, ça fait plus de 10 ans maintenant que nous investissons dans l'IA à Paris avec FAIR. Tout cet écosystème d'intelligence artificielle nous tient à cœur. Et Station F, c'est l'incarnation de comment est-ce qu'on participe à cet écosystème, aux côtés de Hugging Face, aux côtés de SNCF Connect and Tech, une entreprise. On a pu faire des partenariats avec L'Oréal aussi par le passé. Donc c'est vraiment un moment important pour nous dans cette place dans l'écosystème. Et ça a donné lieu à de très belles histoires. On a une société Pollen Robotics qui est sortie de là, qui a fait effectivement de très beaux sujets. Voilà. Ouais. Fringant aussi, qui, vous savez, pour quelle est votre taille pour avoir
la bonne taille quand vous achetez online, avec une de nos technologies open source qui est Dino, qui permet de regarder ça. Donc on est vraiment, comme on est sur cette IA collaborative et ouverte, comment on participe de l'écosystème, comment on aide la France aussi à jouer son rôle sur la scène de l'IA. Et l'objectif, donc, c'est pas de les racheter, les startups? Non, parce que c'est un objectif d'écosystème avant tout. C'est surtout ça. Et c'est de faire circuler votre technologie d'intelligence artificielle aussi. Il faut savoir que Gingfest a racheté une des sociétés aussi. Donc il y a cette passerelle-là et c'est très bien pour l'écosystème et on en est ravis. Alors, si j'en viens à l'IA, justement, on était super contents à l'ouverture de FAIR, donc de ce laboratoire en IA à Paris, avec Yann Lequin, grand représentant, voilà, tête pensante de l'IA français. Enfin voilà, c'est notre chouchou. Et puis là, on se dit, mais patatras, tout ça, c'est terminé, puisque maintenant, on a un Super Intelligence Lab qui va chapeauter aujourd'hui l'IA. Que va devenir ce FAIR à Paris? C'est fini? Pas du tout. Nous avons à Paris FAIR, comme je vous le disais, c'est le 2e bureau après les États-Unis, le premier bureau en dehors des États-Unis, avec des chercheurs. On a plus d'une centaine de chercheurs qui sont sur des sujets clés. Je vous ai parlé de SAM, qui est Segment Anything Model, Dino, et ça continue à être développé. Donc, il y a un rôle clé pour la France à jouer dans tout ça, qui s'inscrit dans cette idée de super intelligence, avec Alexander Wang qui pilote tout ça. Donc, les investissements qui sont faits... Racheter, lui, de Scale AI. Exactement. Donc, les investissements qui sont faits sont des investissements qui bénéficient aujourd'hui au bureau à Paris et à toute la recherche que l'on fait, toujours dans cette poursuite de cette super intelligence que l'on applique aujourd'hui. Déjà, alors, vous savez, on a Meta AI, qui est notre assistant d'IA, qui est utilisé par plus d'1 milliard d'utilisateurs aujourd'hui, qui très concrètement vous permet d'enrichir vos discussions aujourd'hui. Moi, je vois par exemple avec mon fils, quand il a des questions, il est en master, il me pose des questions sur certains sujets. J'invite Meta AI dans notre discussion pour dire, tiens, Meta AI, sur cette analyse stratégique-là, comment tu peux nous aider, etc. Et ça vient vraiment enrichir la discussion. Donc, on a tous ces sujets-là qui sont là. Et donc, le bureau de FAIR à Paris a complètement sa place avec une centaine de chercheurs, un très très haut niveau, et on est très content de l'écosystème à Paris qui nous permet, et en France, qui nous permet d'avoir cette qualité de chercheurs. Il y a eu aussi une petite inquiétude au moment du départ de Joël Pineau, notamment dans la communauté open source, pour s'interroger sur est-ce que cette IA, enfin ce modèle Llama va rester un modèle ouvert? Est-ce que le modèle de science ouverte va perdurer chez Meta? On a eu aussi une déclaration récente de Mark Zuckerberg qui disait que pour des questions de sécurité, peut-être qu'on serait amené de temps en temps à fermer les portes. Alors, le modèle open source continue d'être là, et vous pouvez regarder dans tout ce que l'on fait, on continue à publier. On privilégie la qualité à la quantité, ça c'est sûr. Et tout ce qui est en fait, si vous voulez, sur cette partie d'IA, les enjeux de sûreté, de sécurité, de transparence sont clés. Et là, en l'occurrence, tout est disponible, vous pouvez tout voir, et ça nous tient à cœur. Mais l'open source est là, encore là, et on y tient beaucoup. Bon, et d'ailleurs, juste pour revenir sur ça... Ça reste dans votre feuille de route. Oui, alors, juste pour revenir sur ça, vous savez qu'on a, par exemple, il y a quelque chose qui s'appelle l'amendement, qui est, en fait, au niveau français. Ils ont utilisé Llama pour aider sur les amendements. Et vous avez eu aussi la DGFiP qui utilise les modèles open source de Llama pour aider sur tous ces sujets-là. Donc, on y tient beaucoup, et on est ravis d'ailleurs que l'administration française utilise certains de nos modèles. OK. Les lunettes. Les fantastiques lunettes. Oui, je vois que vous ne les portez pas. Non, alors je porte des lunettes très rarement. Je porte des lunettes très rarement. J'ai cette joie. Je suis très légèrement myope, si on veut rentrer un petit peu dans ça. Les lunettes, c'est un sujet, je trouve, vraiment pour l'Europe, parce que ça pose des nouvelles questions en matière de protection des données personnelles. Comment est-ce qu'on adapte finalement un modèle très pensé américain à un produit qui va être compatible avec aujourd'hui tout notre cadre légal en matière de protection des données. Revenons sur ces lunettes. Nous sommes en partenariat avec EssilorLuxottica, donc ce n'est pas qu'une vue qu'américaine, c'est une vue qui est fondamentalement globale, et l'Europe est très inscrite dedans, puisque EssilorLuxottica, partenariat franco-italien, est là, et donc on est très bien sur ça. Ensuite, c'est un fantastique succès, et on l'a vu, que ce soit aux États-Unis et en Europe, et vous imaginez bien que nous respectons strictement toutes les réglementations en place, sinon nous n'aurions pas pu lancer en Europe les Ray-Ban Meta, qui ont un énorme succès, puisqu'on a vu une progression des ventes x3 sur ces derniers temps. Et aujourd'hui, les Ray-Ban Meta et les hauts-clés, les nouvelles hauts-clés, sont aussi disponibles en France et en Europe, sur tout ça. Donc, on est dans le cadre réglementaire complet. Les Ray-Ban Meta Display, qui sont vraiment l'innovation Connect, qui sont vraiment, alors là, pour les avoir essayés,
un moment un peu magique, seront disponibles en 2026. Et encore une fois, dans tout ce que l'on fait, et vous voyez sur la partie open source, on est dans ce cadre réglementaire strict qui nous permet d'aller sur le marché européen. Évidemment, on aimerait que la réglementation soit simplifiée pour les entreprises au global, parce que ça fait partie de nos chevaux de bataille. On veut vraiment une simplification, mais nous ne sommes pas les seuls à vouloir ça, parce qu'il y a une course aujourd'hui, et cette course, il faut la remporter. Et l'Europe et la France a toute sa place dedans, à condition d'être bien accompagnés. Il y a le sujet de la protection des données personnelles. Il y a aussi le sujet de la protection des mineurs qui est très aujourd'hui, qui est un sujet dont s'empare Meta quand même. On Oui. entend beaucoup. Ah oui, oui, oui. Voilà, sur les modes ados, par exemple. Exactement. Nous avons lancé les comptes ados qui ont un franc succès, puisqu'on a plus de... Ça, c'est important de se différencier par rapport aux autres réseaux sociaux. Au-delà de la différence entre les réseaux sociaux, ce qui nous intéresse, nous, avant tout, c'est les ados et leur bien-être. Donc c'est vraiment pour ça qu'on le fait avec les parents. Les autres font ce qu'ils veulent. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est les gens qui sont sur nos plateformes et comment ils se comportent. Et les comptes ados, pour Et ça... puis c'est aussi une ça grosse offre- responsabilité, parce que quand on Exactement. parle des milliards d'utilisateurs, ça donne Exactement. autant de responsabilités. Et c'est pour ça que, si vous voulez, même dernièrement, on a annoncé ça la semaine dernière, on lance le guide PG13. Donc, on est encore plus, entre guillemets, restrictif quelque part sur le sujet de qu'est-ce qu'on montre à nos adolescents et comment est-ce qu'on s'assure qu'ils sont bien encadrés, etc. Et pour les parents, c'est vraiment rassurant. Donc là, vraiment, on essaye d'être en pointe sur ça. Allez, on part sur mon interview binaire. Moi, je vais poser des questions binaires. D'accord. Je vous laisse répondre assez rapidement, s'il vous plaît. Oui ou non, chez Meta, on croit à l'IA générale? Oui, la super intelligence, alors on l'appelle l'IA générale, la super intelligence, on y croit, mais on y croit parce que ça va augmenter l'humain. Ça ne va pas remplacer l'humain. Et c'est là que nous, on a cette vision de se dire que la super intelligence dans la poche ou dans les yeux de tout le monde avec les lunettes sera là pour aider l'humain à être plus dans le présent. Protectrice ou pénalisante, la conception de la vie privée version Union européenne? Ce que l'on souhaite avant tout, nous, c'est une simplification. Une simplification pour la compétitivité. Je ne vais pas revenir sur le rapport Draghi dont tout le monde a parlé, mais il est évident qu'il y a des enjeux économiques forts en Europe et que la réglementation, si elle est simplifiée, aidera. On vous oblige ou pas à porter des lunettes Meta quand je vous vois? Alors, Non. on n'a pas à m'obliger du tout. J'en ai une paire, Ok. tout à fait. Et vraiment, moment vente, c'est fantastique et c'est gai. Vrai ou faux, le laboratoire Faire à Paris, c'est fini ou presque, parce que maintenant est arrivé le Super Intelligence Lab. Faux, parce que le laboratoire FAIR participe de cette stratégie-là et contribue. J'aime ou j'aime pas ceux qui rappellent que Meta, c'est pas vraiment de l'IA totalement open source. Il y a de l'open source partout. Après, on a nos modèles chez nous qui tournent, mais qui sont propriétaires, mais qui sont l'adaptation de nos modèles open source. Donc oui, C'est mieux ou moins bien le marché français pour Meta comparé aux autres pays européens? j'adore la France. Pour ou contre la majorité numérique à 15 ans? Alors sur ce sujet de majorité numérique à 15 ans, nous, encore une fois, on veut des règles très claires et strictes. On a montré qu'on est vraiment en avance de phase et qu'on souhaite la protection des mineurs. Donc à partir du moment où cela rentre dans cette protection des mineurs-là, nous, on sera toujours pour. J'y crois ou j'y crois pas qu'on vivra dans le métavers? La notion du métavers, vous le voyez aujourd'hui, Réponse courte. Hein. elle est un peu plus compliquée que ça. Ce qui est très intéressant surtout, c'est de voir qu'avec les Ray-Ban Meta Display aujourd'hui, on a une réalité augmentée. Et je crois que ça va nous aider. Vous l'avez vu ou pas vu, la nouvelle ministre française de l'IA et au numérique? Pas encore. Et votre idée fixe pour 2025? L'accompagnement des entreprises. Merci beaucoup, Pierrick Dutoit, d'avoir été avec nous, nouveau directeur de Meta en France. Merci d'avoir Merci. accordé cette interview à Smartech. Merci Delphine. On enchaîne, on va découvrir une jeune pousse qui est soutenue par Diversity Days. On termine cette édition avec un coup de pouce à une jeune pousse qui est soutenue par l'association Diversity Days, qui œuvre à une tech plus ouverte socialement. Bonjour Mossem Ramani Tabar, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Juridispo, qui est une legal tech. Hein. Vous travaillez dans le domaine du droit, vous utilisez le numérique pour le rendre plus accessible, c'est ça? Oui, bien sûr. Bonjour et merci de votre invitation. Juridispo, c'est une legal tech née à Montpellier, ville de droit d'innovation, qui rend Vous le êtes droit. monté de Montpellier pour venir en studio nous voir. Oui, C'est bien super. sûr, bien sûr, qui rend le droit plus simple et accessible à tous. Ok. Et aussi- de quelle manière? En fait, de quelle manière? C'est que en quelques clics,
Oui. Les utilisateurs, ils peuvent avoir l'accès aux informations juridiques un peu vulgarisées et simplifiées, parce que le jargon juridique, c'est un peu complexe. Et après, la plateforme les propose des avocats adaptés à leurs besoins et ils peuvent prendre rendez-vous en ligne Mais ça facilement. coûte cher après. Quand on parle de donner accès aux droits, après, il y a quand même... Tout est gratuit pour les utilisateurs parce qu'on démocratise l'accès au droit et c'est un droit constitutionnel, l'accès au droit. Alors, le côté C'est-à-dire, vous partez utilisateur, du principe qu'on a aujourd'hui tous les outils pour protéger tout le monde. Ce droit, en France, il est protecteur, il est riche, mais oui. on ne sait pas forcément à quoi on a le droit. Exactement. Le problème, ça vient pas de la loi. Le problème, c'est l'accès au droit, Ouais. qui est un peu compliqué parce qu'il faut éclaircir la complexité des démarches. Les gens, ils savent pas vers qui se tourner en fait. Vous voyez, par exemple, ici en France, au l'ONC, il y a une Française sur deux qui ignore ce droit. Ouais. Et alors, Et vous-même, vous êtes docteur en droit, vous avez fait de l'accompagnement juridique, pour le coup, pas virtuel, hein, vraiment, Oui. vous avez accompagné des gens, donc vous voyez bien de quoi ont besoin les gens et par quels moyens on peut les aider à avoir accès à ce droit. C'est comment vous réfléchissez en termes de type de requête, de mots-clés? Comment est-ce que vous avez travaillé pour que cette plateforme amène les bonnes informations? Oui, en fait, vous, mes expériences déjà en tant que juriste, avant de devenir entrepreneur, j'ai accompagné des femmes, des familles, des jeunes pour accès au droit. Oui. Je travaille à Maison de Justice, IDFF, bon, d'autres organisations qui rendent possible en fait l'accès au droit. Et vu ces expériences, j'ai trouvé que la plateforme Juridispo, ça peut faire ça en fait. Oui. Et rendre. Mais ça fonctionne par un type de question? Comment vous l'avez Pour l'instant, pensé, l'interface? Oui, pour l'instant, l'interface, c'est que des questions catégorisées, Ok. que l'utilisateur il peut trouver la réponse, mais on va intégrer bientôt, dans 3 mois, l'intelligence artificielle qui va aider, en fait, pour les personnes qui racontent son histoire. Ouais. Et tout est sécurisé. Alors, vous êtes lauréat du programme Future Makers, hein, qui est donc un programme porté par Diversity Days, l'association, à l'édition de Montpellier. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez appris en moins d'1 minute? En moins d'1 minute, c'est que déjà Diversity Day, pour moi, c'est l'égalité des chances. Et j'ai eu la chance d'être lauréat de Future Maker, Diversity Day. Et c'est une expérience riche et humaine. J'ai appris beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez appris? Et structurer mon projet. Et des mentors qui sont vraiment expérimentés, que j'en bénéficie. Et aussi, bien sûr, tout ce qui est les formations précieuses en stratégie. Et là, aujourd'hui, vous continuez à être accompagné? Ou ça Oui, y est, bien c'est sûr. fini, vous êtes Non, lâché non, dans la non, nature? non, je continue quand même. Non, je continue à être accompagné. Et je pense que Juridispo, c'est un projet utile, responsable, escalable. Et alors, il faut qu'on soutenir pour qu'il arrive vraiment à son bout. Voilà, programme le Future Makers, quand même, qui est sur plusieurs années. Ça, c'est hyper important. Merci beaucoup, Mossem Ramani Tabar, Je vous remercie. d'être venu nous voir et de nous avoir parlé et partagé votre expérience avec Juridispo, cette nouvelle start-up dans le monde des legal tech. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Tech. Vous nous regardez sur la chaîne Bismart, en replay sur les réseaux sociaux, en podcast, comme vous voulez. À très bientôt.